Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 35e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Alexis Mandeville, énigmatique BDiste de la non moins mystérieuse bande dessinée Vision, premier album en carrière publié aux éditions Front Froid. Alexis Mandeville, salut. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de passer au micro d'Entre deux cases. Alors, Alexis, d'entrée de jeu, il faut que je te le dise, on en a parlé un petit peu hors micro, mais là, maintenant que le micro est allumé, c'est là que ça se passe. Je t'ai découvert via ton autopublication du comics Vision, qui était un brochet. On avait correspondu ensemble pour que, bon, finalement, tu m'en avais envoyé un exemplaire. En fait, Grégoire Bouchard, c'est compliqué, hein, parce qu'au début, j'avais contacté Jean-Paul. Oui. Je sais pas exactement comment on prononce son nom. Oui, Ide. Ouais. C'est bien, ça tu l'as bien prononcé. Merci. Fait que j'avais contacté Jean-Paul, naïvement, j'essayais d'agrandir mon cercle de connaissances mon cercle d'amis faisant de la BD, parce que je connaissais pas personne jusqu'en 2016-2017. J'avais des amis surtout, qui étaient des graphistes, qui faisaient des murales, et j'en avais des amis qui faisaient de l'art visuel, mais... Fait que là, j'ai eu l'idée de contacter les meilleurs. Fait que j'ai contacté Ray Godbout, j'ai contacté Jean-Paul, puis ils ont été très gentils, ils m'ont répondu. Fait que là, moi, Jean-Paul, il m'a envoyé un lien pour que j'aille voir une planche, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose sur Internet sur Grégoire Bouchard. Il m'avait envoyé un lien pour que j'aille voir Grégoire Bouchard, puis il y avait à peu près 2 planches avec des sapins, puis... OK, donc toi, tu connaissais pas Non, je ne connais absolument pas. Et c'est Jean-Paul qui t'a mis en lien avec ce... Ah oui, OK. Ça fait que là, j'ai contacté Grégoire Bouchard, j'ai envoyé quelques planches, pour, je me disais, lui, il est pas mal... on connecte sur certaines choses, même si Grégoire Bouchard, il est pas nécessairement dans la recréation comme telle. Là. Il a sa propre interprétation. Là, je vais parler de qu'est-ce que je connais de lui. Là. Oui. Grégoire Bouchard, là, il a un dessin, il a un style qui est à lui. Je peux pas nécessairement le connecter directement à Will Eisner ou à Hollywood ou à un tel. Tu sais, c'est-à-dire que... Mais c'est comme toi, ça. Vous avez des griffes tellement personnelles et uniques. En fait, le lien entre Grégoire Bouchard et toi, c'est que vous proposez des univers... rétro-futuriste. Oui, puis rétro-futuriste, oui, puis construit. C'est des architectures scénaristiques et graphiques complets. Quand on ouvre ton album Vision, qui vient d'être publié chez Front Froid, ou qu'on ouvre un album de Grégoire Bouchard, on sait exactement où on est. Et on est nulle part ailleurs que dans vos univers respectifs. Et c'est fou parce que... si je peux me permettre, oui. Là, Grégoire Bouchard, là, le commentaire que je disais, là, je peux pas parler du... C'est parce que j'essaie de donner mon opinion, parce qu'on m'associe souvent à Grégoire Bouchard, mais je vais te dire la vérité, là, moi, j'ai pas lu aucun de ses livres. Là. La seule chose que j'ai vue, c'est les rares planches qu'on peut consulter sur Internet. OK. Ah, c'est drôle, ça. Ben, vous êtes vraiment, même si c'est très différent ce que vous faites, vous avez quelque part un lien cosmique. Là. Il y a vraiment quelque chose, il y a une passerelle entre vos œuvres. Bien que ce soit, comme je le répète, très... vous avez vos tonalités, vous avez vos sensibilités qui sont propres à vous, mais il est difficile, dans l'univers de la bande dessinée québécoise, en ayant lu Grégoire et en te lisant, de ne pas faire un lien filial. Il y a
vous êtes comme des lointains cousins cosmiques. Là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on a été nourris, on a reçu la même nourriture, et puis... En tout cas, au niveau des influences, tout d'abord, je veux qu'on parle de vision, puis on viendra Mais des par influences. rapport à le style, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que justement, dans la préface est signée par Grégoire Bouchard. Grégoire Bouchard parle de la naïveté. C'est écrit à peu près. Ouais. Bon, il parle d'une naïveté dans mon style. Là, je lui ai demandé, précise, est-ce que c'est une naïveté? Est-ce que c'est par rapport les bonhommes, tu les trouves plus ou moins bien faites? Ou c'est une... Non, pas du tout. Il me dit, toi, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a du... c'est pas exactement le terme qu'il a utilisé. Il m'a dit, il y a du swing. Ouais. Peut-être plus que qu'est-ce que Grégoire Bouchard fait, là. Oui, on peut vous différencier en fait sur le mouvement. Dans l'œuvre de Grégoire, les personnages sont très crispés. Chez vous, les personnages... Tu peux me dire dessus. Oui, mais chez vous, je veux dire chez vous, dans ton univers, tes personnages sont traqués, mais ils sont pas forcément crispés. Et je trouve que dans ton cas, au niveau de l'ancrage, puis au niveau de comment tu maîtrises l'éclairage dans ton trait, moi, ça me rappelle l'expressionnisme allemand. Il y a quelque chose dans ton travail. Il y a du décor, là, que c'est uniquement de l'ombre, là, dans ce que je fais. Exactement. Et donc là, tout à coup, c'est intéressant parce que là, ça contribue au ressort dramatique de ton histoire. Grégoire, lui, c'est beaucoup plus le trait clair, la ligne claire. Oui, exactement. Tandis que moi, c'est des clairs obscurs, je me sers beaucoup des masses. C'est des taches puis des lignes, là, dans le fond. Là. Plus que des lignes puis des lignes. Et tu travailles avec quel outil? Tu travailles à la plume? Moi, je fais l'esquisse sur du papier. Ouais. Ensuite, je scanne. Puis, tout l'ancrage, même qu'une partie du pencil... Ouais, ben c'est ça. Une partie de la... Tu sais, quand tu fais un dessin à mine, il y a des affaires que tu fais... OK... la proportion de la tête n'est pas correcte, là, mais je vais rapetisser sur GIMP, admettons. Oui, moi, j'utilise pas Photoshop, j'utilise uniquement GIMP. Et puis, ça vient du fait que quand j'ai appris comment m'en servir, je me cherchais un logiciel gratuit en 2006. Et puis, je suis tombé sur GIMP. Et puis, c'est ça que j'ai appris. Puis à cette heure, j'ai essayé Photoshop à cause que Gauthier puis Renaud, ils voulaient, mes éditeurs, Gauthier puis Renaud, ils voulaient que je corrige des choses pour la police de caractère, puis faut faire l'exportation avec... En tout cas, c'est quand même que je préciserais plus. Là. Il y avait quelque chose qui marchait pas sur GIMP, ça fait qu'il fallait que je me serve pour la première fois dans ma vie de Photoshop. J'ai haï ça. Ben, c'est sûr que quand on utilise un programme informatique depuis longtemps, et je sais parce que je suis confronté à ça, justement, moi je monte mes projets de livres dans InDesign, mais j'utilise une très vieille version. Et je crains la journée où je vais devoir utiliser la version à jour, parce qu'évidemment, tout ce qui est mes shortcuts, tout ce qui est ma compréhension de l'environnement, ben ça va prendre le bord. Je vais devoir réapprendre, puis ben évidemment, ça me tente pas. Moi, je sais que pour faire le texte, j'ai besoin de Photoshop. Pour le reste, par exemple, c'est une Mac de GIMP. Mais sur Photoshop, là, par exemple, on ne commencera pas à parler de ça, ça va être des affaires techniques. Là. Oui, mais je m'intéresse toujours quand même aux outils parce que je veux revenir à ton trait, c'est qu'effectivement, une autre des différences quand même, c'est qu'au niveau du trait, Grégoire, c'est ça, il est dans la ligne claire et dans la ligne, c'est très anguleux. Ouais. Alors que toi, c'est beaucoup plus, une ligne plus, comment je pourrais dire, plus grasse, plus dense, plus enrobante, avec un trait, et c'est là la question, le swing, voilà, donc dans la... Parce qu'à ancrer, c'est comme une signature, admettons, tu sais... il faut l'avoir, il faut avoir le geste dans la main. C'est comme, je regardais Neil Adams dans une vidéo,
Puis il disait, là, ton crayon, là, toi, tu le tiens pas comme ça. Non, 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 non. Regarde, je vais te montrer comment tenir ton crayon. Là, tu vas être capable de faire... là, je suis en train de faire le geste, là, mais... Bon, ça fait que là, je vais te montrer comment te servir de ton crayon. Mais là, sur les boules grasses que tu as au bout des doigts, là, ça, là. Comment ça s'appelle, hein, ça? Non, ben, en tout cas, sur la dernière, mets-le sur ta dernière phalange, puis tu vas voir, tu vas être capable de faire rouler le crayon. Et puis ça m'avait allumé un peu de me dire que dessiner, faire un bel ancrage, c'était autant technique que bien jouer du violon, par exemple. Il faut avoir un bon geste, il faut avoir de l'assurance, il faut avoir dans la main gauche. La souplesse aussi. Dans la main gauche, parce que moi, je suis droitier. Ouais. On va dire la main droite. Bon, ben, la souplesse, ouais, souplesse aussi. Puis c'est pour ça que c'est peut-être un style qui n'est pas pour toutes les BDS. Il y a des BDS qui vont être plus à l'aise dans un style plus échevelé, plus rough, plus sketchy. Ouais. Tandis que, parce que moi étant donné que mon sujet, je veux que le style des lignes colle avec le sujet, j'ai pris cette contrainte-là. C'est une contrainte que j'ai choisie parce que Jean-Adam, si je te montrais des dessins justement dans les années 2000, c'était... j'avais bien du Jack Dion dans la mine. Là. Ah bon? Oui, oui, oui. Ah oui, ok. Donc tu t'es pas contraint, mais je veux dire, tu t'es consciemment balisé dans ta manière de dessiner pour arriver à faire cet album-là. À partir du moment que j'avais ma vision, justement, là, que j'avais une idée de... Ça m'a pris 15 ans, là, facilement. Là. Il a fallu que j'apprenne comment le faire, comment dessiner. Il a fallu que j'étudie... c'est pas des grosses études. Là. À cette heure, sur Internet, là, tu peux tout trouver à portée de main. Là. Mais il a quand même fallu que je cherche ou trouver des informations sur le contenu d'un comics de la fin des années 50. Comment c'était fait? Quelle sorte de pub qui se retrouvait là-dedans? Qu'est-ce que les éléments comme le courrier du lecteur? Qu'est-ce qui était... De quoi qu'on parlait dans le courrier du lecteur en 1958? Mais c'est intéressant parce que, moi, je suis un grand fan de la période des EC Comics, donc de la bande dessinée américaine d'avant l'ère macartisme, ou en tout cas à l'époque, juste avant la censure. Ouais, moi, c'est le contraire. C'est pour ça qu'il y a le petit thème, là, c'est un peu en référence. Moi, c'est après Code. Toi, qu'est-ce que t'aimes? C'est les vieux ici. Ouais. Puis les Tales from the Crypt. Oui, exactement. Mais c'est fou parce que quand on embarque dans Vision, et Vision, c'est au pluriel. Alors, c'est un personnage, c'est un auteur de bande dessinée qui s'adresse à nous et qui nous explique l'histoire qu'il s'apprête à nous raconter. Et évidemment, moi, je me disais, OK, donc on est dans du EC Comics. Tales from the Crypt, c'est l'espèce de sorcière. Le Cosmopithèque, c'est un peu le storyteller. C'est pas le... Justement, il y a comme deux... Au début, le storyteller, c'est l'auteur, mais au bout de 2 lignes, il est remplacé par le Cosmopithèque. Oui, exactement. Et donc, c'est vraiment étonnant, les revisions. Et alors, j'aimerais revenir à ce que c'est. Mais tu sais, après le code, là, après 1954-55, là, il y a eu quand même des comics qui reprenaient les mêmes choses de ici, sauf qu'ils ne pouvaient plus parler de zombies, ils ne pouvaient plus parler de vampires, blablabla. Et puis, mais il y avait d'autres publications qui avaient encore le storyteller, comme dans les années, en tout cas, il y avait toutes sortes de titres. Là, il y avait Eerie, Creepy, qui reprenait des fois certains de ces codes-là, justement, un peu plus tard, là, après la post-censure là, avec le Frédéric Werdam. Ouais, l'affaire de la séduction de l'innocent. Ouais, Alors,
Moi, je suis entré en contact avec toi la première fois il y a un an et demi. J'avais lu, tu m'avais envoyé une version brochée couleur du premier chapitre de Vision. Le contact, là, c'était Grégoire qui m'avait dit contact Jean-Dominique. Ben, il a bien fait. Ouais. Et là, C'est drôle de s'imaginer Grégoire Bouchard comme entremetteur. C'est vraiment intéressant. Alors, il a très bien fait de me référer de te référer à moi parce que, bon, quand j'ai lu ça, et moi, Grégoire m'a pas contacté pour me... Il m'a rien dit de ça, là. Rien. On est entré en contact. Moi, il m'a jamais parlé... il n'a pas servi de pont de ce côté-là. Et donc, quand j'ai lu ton comics, je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là? Mais qu'est-ce que c'est? Mais d'où sort-il? Parce que moi, évidemment, j'ai mis toutes ces références des comics des années 50. Et là, je me disais, mais quel âge a-t-il? À toute vraisemblance, c'est sa première œuvre de bande dessinée. À moins que je me trompe, mais j'ai jamais entendu parler de ce type-là. Je l'ai jamais lu nulle part, ni dans un collectif, ni dans un fanzine, ni quoi que ce soit. Bon, là, on est entré en contact. Je t'ai lu, j'ai vraiment trouvé ça excellent. J'en ai parlé après ça avec Grégoire en disant « Hey, ce gars-là, incroyable, il sort d'où? » J'ai dit « Mais il est encore plus reclus que toi, Grégoire. » Parce que tu sais que Grégoire Bouchard, à une époque, il enseignait la bande dessinée. il était plus social. Il était plus social. En fait, je veux dire qu'il avait des activités sociales un peu plus fréquentes. Ouais, c'est ça. OK? Je vais dire ça comme ça. Moi, je ne l'ai jamais encore vu, Grégoire Bouchard. T'as jamais rencontré Grégoire? Non. L'année passée, j'étais supposé aller le voir à son kiosque, mais ça n'a pas donné c'était pendant le festival de bande dessinée de Montréal. Puis les enfants, ma soeur étaient venus, puis là, tu dis, monter à Montréal, ben, jouer avec les enfants. M'a passé, puis je me rangerai une autre fois pour le rencontrer. Ben, en tout cas, Grégoire a beaucoup d'estime à l'endroit de ton travail parce que j'en ai discuté avec lui, tu sais. Et donc, moi, je lis ce fanzine-là, ben, ce comics-là broché. Et ce que j'apprends un peu plus tard, c'est que finalement, Front Froid allait publier ton album. Alors, j'ai trouvé ça formidable. Oui, Front Froid, ça faisait longtemps ça, que je courais après. Front Froid, ça faisait depuis 2017-2018. J'avais premièrement envoyé quelques planches chez Lunac. Okay. J'avais fait à croire que j'en avais pas mal plus, mais j'en avais pas tellement. Il y a eu Serge Lapointe de chez Lunac qui m'a. C'était directeur artistique, si je ne me trompe pas dans ce temps-là. Pasteur, ça n'existe plus, Lunac. Donc, il m'avait répondu, puis là, il m'avait dit « Non, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Excusez-moi de vous dire ça, M. Bonneville, mais pour l'instant, dans l'état actuel, ça ne satisfait pas. » Donc, j'étais en tabarnouche. J'étais déçu, mais pas dévasté. Je me suis juste dit... il faut que je recommence au début. Là. Ça fait que j'ai tout recommencé. Mon ancrage, j'ai recommencé certains pencilings. Puis là, après ça, il est arrivé le moment où que j'en avais un petit peu plus. Fait que j'ai contacté Gauthier. Puis je lui ai fait à croire que j'en avais pas mal plus, comme d'habitude. Fait que là, Gauthier, il avait l'air intéressé, mais il n'a pas lu. Mais il disait pas non. Ça fait que... moi, des fois, je suis un petit peu de mauvaise humeur. Puis là, il s'était passé une journée que ça n'a pas été une très très bonne journée. Puis je m'étais dit, tant qu'à ce que ça soit une journée de merde, bon, ben, je vais donner un coup de pied dans la ruche. Puis je vais appeler, je vais contacter Gauthier pour savoir si ça s'en vient, là, une réponse pour mon projet. Fait que là, Gauthier me répond, puis là, je commence à m'astiner. Parce que Gauthier, il me disait, en bas de 80 pages, on peut pas le faire. Il faut que ça soit... Le prix du papier est tel que un volume, un album, il faut que ça soit en haut de 80 pages pour que ça soit rentable. Je sais pas trop... Oui, puis une reliure allemande, parce que là, toi, quand j'ai lu la première version de Vision, c'était broché, c'était un comics. Ouais. Fait que... moi, ça faisait pas toute mon affaire, parce que je l'avais vu, moi, que ça soit
pratiquement un facsimilé Ouais. Bon, fait que... puis là, il m'avait dit... Gauthier m'avait envoyé un message, il m'avait dit 52 pages, ce n'est pas suffisant avec un petit bonhomme sourire. Parce que Gauthier, il est gentil. Ouais, quand j'avais vu le bonhomme sourire, j'avais dit hey, je m'excuse, mais c'est pas approprié du tout, ça. Et puis, je suis vrai, en tout cas, puis j'avais pas utilisé le gros mot, là, mais j'étais pas content, là. Ça fait qu'après ça, Gauthier, il m'a ignoré pendant 1 an. Fait que pendant cette année-là, j'ai continué à faire... Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? C'est que là, Lloyd Sherry, qui est un des proches de Jerry Friesen de Metal Hurlant, il a vu qu'est-ce que je faisais sur Facebook. Je sais pas, là. Je pense que c'est parce qu'il était ami avec Marc Gagnon, puis Marc Gagnon, il avait fait un statut sur moi, et puis... OK. Lloyd Sherry s'était intéressé à ça. Puis, grâce à Lloyd, je suis entré en contact avec Jerry Friesen. J'ai fait 7 pages pour Metal Hurlant, numéro 11. Oui, donc, un numéro qui devrait arriver au Québec fin juillet, début du mois d'août. Ouais, c'est ça. Et et ce court récit-là, moi, ça m'a permis de confirmer ce que je pensais de ton travail. C'est-à-dire que, dans le fond, Vision, c'est un univers que tu as construit de toutes pièces et qui grossit de l'intérieur. Ah oui, c'est mon... Et ça, c'est comme Grégoire Bouchard, parce que Grégoire Bouchard, dans le fond, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a souvent tendance à vous associer, c'est que lui, son personnage, c'est Bob Leclerc. Ouais, c'est un genre de Claude Ryan. Pilote d'avion. J'aurais bien la misère à trouver sympathique Claude Ryan, même en sachant que... Ah non, mais c'est parce que Bob Leclerc, il a l'air de Claude Ryan parce Mais que c'est c'est un pas homme Claude usé, Ryan. mais Ouais. c'est pas Claude Ryan. Et c'est ça. Et donc, peu importe l'album de Grégoire Bouchard qu'on lit, on est dans l'univers de Bob Leclerc. Sauf par exemple pour Planète Twist, mais même encore Planète Twist se raccroche à cet univers-là. Et donc, moi, ce que ça m'a permis de confirmer, parce que tu as eu la gentillesse de m'envoyer le PDF des planches qui vont paraître dans le Métal Hurlant, que j'ai commandé. Ah, maudit, que j'aurais donc dû de... Que j'ai commandé. J'en ai 3. Ah non, hey, c'est pas grave, j'ai commandé ça. Pas grave. Ok. C'est le fun de recevoir des revues par la poste, des fois. C'est vrai, ça. Et donc, quand j'ai lu ton histoire, je me suis dit, OK, donc, dans le fond, Alexis Mandeville, c'est l'auteur d'un univers qui, à chaque contribution, ce sera une pierre qui va contribuer à construire, à solidifier cet édifice Un créatif. univers, c'est comme un univers miroir. C'est une façon que je peux comprendre le monde réel. Ouais. C'est une manière que je peux le réinterpréter. Puis c'est une manière que je peux créer des histoires en n'ayant pas à me bordrer de tout ce qui est important de savoir sur la réalité. Je peux en inventer, tu sais, je veux dire... Ben, je ris parce que, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est quand même un ovni BDesque, cet album-là. Il y a tout de suite un deuxième degré dans les reprises de fausses publicités, Ouais. le courrier, tout ça. Donc, tu nous embarques dans une convention et... La bande dessinée comme telle, on va dire... je vais essayer de faire un diagramme, là, que ce soit le plus clair possible. La bande dessinée comme telle, elle date de 1958. Vision, c'est une bande dessinée qui a été dessinée par un auteur qui s'appelle... comment il s'appelle déjà le nom? Il est dans l'édition. Oui, attends, j'ai pas noté. Eddie... J'ai-tu noté ça? Non, Ouais, je l'ai même c'est- pas noté dans mes notes. Eddie Miller, ou une affaire de même. Ouais. Je demanderais bien à l'auteur, mais... Ah, là, je suis sûr. Oui, mais ce type-là, là, justement... Oui, bon, c'est ça. En tout cas, l'auteur, c'est Andy Miller. Oui, voilà. Andy Miller, une affaire semblable. Bon, donc, puis, moi, je prétends que c'est dans un univers parallèle qui est pas mal comme nous autres. Ouais. Bon, au début, le Cosmopithèque,
il arrive et puis il raconte que qu'est-ce qui va arriver dans l'histoire, va arriver dans la réalité, s'il décide de... Ça fait que, première page, on voit un apocalypse nucléaire, un Armageddon, puis ensuite, ils vont rester sous terre un peu comme... bon, c'est la prémisse de Fallout, là, finalement. Là. Mais, ouais, le jeu vidéo là, qui est adapté en série. Ouais. Puis après ça, ils construisent une grosse ville, puis bon, ben... qu'est-ce qui est important, c'est que, justement, cette trame-là, elle va revenir tout le long. Ouais. Donc, si les événements qui sont décrits dans le premier numéro sont vrais, bon, ben, peut-être qu'on va avoir des publicités qui vont être plus orientées vers le macartisme, justement. Peut-être qu'il va y avoir une page qui vont parler des condoléances du président Eisenhower, là, par exemple. Puis, non, c'est ça. C'est des fantasmes que je peux faire sur un univers qui n'existe pas, mais qui ressemble beaucoup au nôtre. Et puis, l'histoire qui est dans Vision. Vision, qui est un livre de 1958, écrit par Andy Miller, qui est dans un univers pas mal comme nous autres. L'univers qui est dans Vision, c'est peut-être dans 200, 300 ans, 400 ans, on ne sait pas. Dans un futur quand même relativement lointain. Ouais. Ils ont reconstruit de quoi, puis ça fait que... les publicités ne sont pas en lien avec le monde du futur. Les publicités, ils sont en lien avec 1958. Moi, quand on défaisait une maison, là, mettons, on a défait sur le terrain que mon frère reste à ce temps, on a défait une vieille maison, puis on trouvait des journaux. Entre les murs, parce que c'était comme ça qu'on isolait, effectivement. Ouais. Mais ça, c'est comme une capsule temporelle. Quand on démolit une vieille maison, c'est exactement ça. Exactement. Donc... J'ai retrouvé des premières pages de la patrie où que c'était le jour de la libération. As-tu retrouvé un numéro de Superman entre les murs? Non, mais j'ai retrouvé... Non, ça aurait été le fun. Parce que tu sais que c'est arrivé à un Américain, hein? Dans le Massachusetts, il a acheté une maison bicentenaire, puis ils ont commencé à ouvrir les murs et il est tombé sur une copie pratiquement intacte. Non, mais ça fait pas partie de notre culture, ça, les comics au Québec, là, c'est ça. Même qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, t'aurais dû leur mettre des noms québécois, t'aurais dû mettre ça dans un contexte québécois. Pourquoi? Ben, parce que il me disait, faire un petit peu comme X13. Moi, c'est parce que... Non, mais moi, je trouve ça intéressant parce que ton univers, justement, il est un peu... je vais utiliser un terme pour la langue, c'est qu'il est normatif, ton univers. C'est-à-dire que c'est comme si on parlait un français normatif. Donc, tout à coup, moi, je trouve ça intéressant. Oui, c'est ça, c'est que ça crée déjà une distance et ça contribue à l'aura de mystère de l'œuvre, justement, parce qu'encore une fois, je le répète, quand on entre dans cet album-là, on trouve nos propres repères au fur et à mesure qu'on est dans l'immersion de cette histoire-là. Parce qu'au point de départ, on se dit, OK, où sommes-nous? Et moi, comme lecteur, évidemment, j'aime ça, justement, être surpris, être dépaysé. Et en plus, c'est que tu réussis à le faire d'une manière tellement habile. Moi, quelque part, en te lisant, je me disais... Vision, c'est un peu, en quelque part, entre George Orwell puis des films de série B des années 50-ish. Il y a comme... Comme Ed Wood. En fait, oui. Oui. Non, c'est correct. Moi, je suis un grand fan d'Ed Wood. Moi, c'est plus le film de Tim Burton que j'avais trouvé bon. Qui est formidable. D'ailleurs, Johnny Depp, là-dedans, il est formidable. Ah, mais quel film incroyable! Mais c'est ça, donc tout d'un coup, puis tu sais, c'est étonnant parce qu'au Québec, la bande dessinée de genre, il s'en fait depuis un moment, mais au niveau quantitatif, il s'en fait pas énormément. Ouais, mais ça, c'est franco-français, moi, je trouve, comme attitude par rapport à la bande dessinée de genre, parce que les Français de France,
parle pas de fantastique, parle pas du Seigneur des Anneaux, parle pas de sci-fi. Ça les intéresse plus ou moins. Ouais, Moi, mais en même temps, les Européens, je veux dire, Giro a fait. Je veux dire, Mobius a fait. Ben, c'est la même personne, mais L'Incal, je veux dire, on est carrément dans de la science-fiction, là. Ouais, mais je me souviens, quand le Seigneur des Anneaux il était sorti là, en Europe, le monde il riait de ça, puis tout. Ah, c'est beau, la Belle au bois dormant, puis les dragons, là, mais c'est pas très sérieux, puis. Je sais pas. Moi, puis vu que nous autres, on vient de là, peut-être qu'on a la même attitude. Mais c'est vrai qu'il y a Jean Giraud, c'est vrai qu'il y a Drouillet, c'est vrai que. Ben oui, il y a toute cette. Il y a Bial, il y a. Oui, toute cette génération-là de créateurs, ben, de Métal Hurlant première génération. Moi, j'ai tout le temps eu dans l'idée que. Je sais pas, c'était peut-être moins. Non, ça doit être une perception que. Peut-être une perception que j'ai. Mais c'est vrai qu'au Québec, tu sais, le monde, là. S'ils consomment de la science-fiction, ça va être de la science-fiction américaine. Ça va être des blockbusters de Marvel. Ben oui, mais le cinéma québécois, là, quand il essaie de faire un film de genre, je sais pas si tu te souviens, ça s'appelait Le Poil de la Bête, je Ah, pense. mon Dieu, c'était épouvantable. Bon, alors, ce film-là s'est cassé la gueule auprès des critiques. Donc, on savait, les cinéastes savaient au Québec, les gens d'industrie savaient que ça prendrait une décennie avant de se réessayer au cinéma de genre. Ah, Donc, et pourtant, c'est bizarre. c'était un mauvais film, là. Ben, en fait, je peux pas le juger, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais bon, je me souviens à l'époque des critiques qui avaient été complètement assassines. Et pourtant, au Québec, on est la rencontre et de l'Amérique et de la culture européenne. Donc, Ouais, mais un film de science-fiction, quand il n'y a pas de budget, ça s'appelle un série B. ouais, mais il y en a du bon série B. Ça existe du bon série B. Ouais. C'est pas les. C'est pas ça que. Pas ça que mon frère et ma belle-sœur voudraient écouter, là, admettons. Là. Turbo Kid, là. Ah, mais ça, c'est un bon exemple, ça. C'est ouais, oui. Oui, c'est un bon exemple. Mais ça leur prend, eux autres, il faut que ça soit avec des vedettes, puis avec le gros budget, les gros effets spéciaux, Ouais. puis là, je parle pas de mon frère puis ma belle-sœur, je pourrais parler d'autres gens, là, aussi. Bon, la moyenne des ours. Ouais. Bon, en bande Tu sais, dessinée. comme, mettons, mon frère, il a triplé sur Dune. Dune, c'est réalisé par Denis Villeneuve. Ouais, Mais toutes les vedettes, c'est tout un casting américain-britannique. ouais. Puis les effets spéciaux, il est beau, là, ce film-là. Il est beau en tabarnane. Mon frère, il a trouvé ça merveilleux. Mais ça lui a pris ça pour l'apprécier. Je suis pas sûr que je fais passer de Turbo Kid. Ben, quoique c'est pas le même style non plus, là. Non, mais c'est quand même des créateurs québécois Ouais, qui sont derrière Turbo Bon, Kid. ben, C'est un trio. Ça là. va moins l'impressionner, disons. Ben, en fait, c'est sûr que. Parce que les Américains ils le font déjà. Puis les Américains, ils le font à gros budget. Ouais. Puis il y a bien du monde que le premier réflexe, là, c'est avant de regarder qu'est-ce qu'il y a local, ils vont tout de suite voir qu'est-ce qui est sur le côté américain, là, ou qu'est-ce qui est voyons le plus populaire, tu sais, les sorties massives, là, ces choses-là. Là. Ben, alors, moi, je vais faire un parallèle avec le milieu de la bande dessinée et ton album. Parce que, bon, là, on part du principe que, moi, les seules notes biographiques que j'ai, et je vais citer ce que j'ai lu sur le site de Front Froid, c'est Alexis Mandeville a brièvement étudié les arts plastiques au cégep de la Nodière à Joliette. Et Alexis Mandeville ne se considère pas comme un auteur, mais se définit davantage comme un explorateur et chroniqueur. Ok, oui, ça c'est le fun. Ça me tente d'en parler. Ouais. C'est que c'est bien moins compliqué à inventer une histoire quand tu te dis qu'elle existe déjà que d'essayer de la composer toi-même. Admettons, là, il y a une histoire, ça s'appelle Les Bugs. Puis c'est une histoire qui va être dans le volume 2. Je suis en train de... Ben, non, j'ai fait le storyboard. Puis...
Une histoire, je dirais... ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? On parlait du fait... Ouais, ok, oui. Ça fait que cette histoire-là, les bugs, ça me prenait un coupable dans mon histoire parce que c'était comme une enquête. Ouais. Puis là, j'avais pas de coupable. Puis à la place de me dire, on en a inventé un coupable. Là, je me dis, non, on va faire le petit détective, là, je vais jouer le jeu, là. Puis là, le coupable, il va me popper. Tu sais, je me dis, c'est vrai. Donc, toutes les choses, tous les éléments, c'est une histoire qui existe déjà. Puis là, si je fais juste de regarder entre les branches, ben, je vais le trouver. Bon, ben, ça me sauve du temps en tabarnouche, puis ça me rend... de penser de même, ça m'aide à travailler plus vite. Mais ce que ça... Je me pose moins de questions. Mais ce que ça fait du côté du lecteur, c'est que tout à coup, c'est ce qui contribue, entre autres, puis là, c'est ce que je suis en train de comprendre, à tout le second degré de lecture. Parce que quand on lit ton album, il y a nécessairement, comme chez Grégoire Bouchard, il y a un décalage. Donc, il y a un deuxième niveau de lecture, il y a un troisième niveau de lecture. Tu sais, entre autres choses, dans Album Vision, qui contient les 2 premiers chapitres, on peut dire que les personnages récurrents, ou en tout cas qui s'entrecroisent dans les récits, c'est le juge, le sergent de police, son épouse. Le capitaine de police. Capitaine. Qu'est-ce que Ouais. j'ai dit? J'ai dit sergent. Ah! Pourtant, dans une des histoires, il se présente comme étant... Non, tout le temps capitaine. Ah bon, Ah, alors... ben, il y a un sergent, c'était dans l'histoire oui, de métal, oui. Bon. métal hurlant. Alors, on est dans une espèce de pas de triangle amoureux, mais on est dans un triangle scénaristique. Donc là, tu construis, comme j'expliquais tantôt, de l'intérieur, cette chose-là. Donc, comparativement à d'autres bandes dessinées du genre au Québec, tu sais, tu parlais de Jake Dion tantôt. Bon, Jake Dion, c'est quelqu'un qui fait délibérément du genre, puis qui a beaucoup de plaisir à faire du genre. Qui est biberonné tant aux super-héros qu'à la bande dessinée franco-belge classique, qu'au manga. On voit très bien ses influences aussi à Jake Dion. Mais Jake, d'un album à l'autre, il va explorer, il va... Alors que là, toi, c'est ça. On entre vraiment dans ton univers à toi. Et donc... un endroit que je construis depuis... l'idée de faire une ville, là. Je me souviens, quand j'étais en secondaire 2, j'avais écouté Blade Runner. J'avais un de mes chums, il m'avait dit, écoute ça, c'est bon. Quelle version? Celle avec... version avec... la narration? Ouais, la narration. Ouais, c'est la meilleure. Fait que... Ouais. Non, c'est pas Oui. Ouais, ok. Oui, mais non, mais il y a des puristes, hein. Tu sais que tu te campes d'un bord ou de l'autre. Tu sais qu'il y a des gens qui vont te... Ça, j'aime mieux la narration, ça fait plus roman noir et puis film noir, je veux dire. Ouais. Fait que là, j'avais commencé à créer des environnements cyberpunk, avec des personnages cyberpunk, puis dans les années 90, hein, tu sais, tout était cyberpunk. Ouais, cyberpunk, / steampunk, hein? Bon, ouais, c'est ça. Steampunk, mais steampunk, ça, c'est venu un petit peu plus tard. Ouais, une coche plus tard, ouais. Fait que... là, moi, qu'est-ce que j'avais... ouais, c'est ça. Il y avait des... tous les univers étaient comme cyberpunk. Moi, à un moment donné, j'ai commencé à ajouter des éléments plus rétro. Ouais. Puis, je me souviens plus quand exactement. J'ai loué Brésil. De Terry Gilliam, ouais, Brésil, ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu, ce film-là. Puis, quand j'ai regardé sur YouTube là, récemment, puis mes personnages, ils ont les mêmes costumes que dans le Brésil. C'est assez... c'est drôle, j'avais pas ouais, ils ont tous des vêtements de la même couleur, puis des costumes avec des chapeaux. Ah, ben oui, dans le fond, il y a tout ce côté, tout cet esthétisme-là. Je m'en étais pas rendu compte. Et puis, puis le film, là, je l'avais écouté en 97, ça fait plus que 20 ans, là. Ouais. Puis, quand je l'ai regardé, je me dis, ben mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans mon univers.
Moi, une autre influence, et je sais pas si... En fait, je sais pas si c'est une influence, mais je vais te poser la question. Comme la ville, comme le décor est un personnage, et probablement le personnage central de ton univers, moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec le 87e district d'Ed McBain. Est-ce que tu as déjà lu les romans policiers d'Ed McBain? Non, mais je sais de quoi tu parles, par exemple. Le gars, il est mort. Là, ça Oui, fait pas l'auteur est mort et j'ai pas lu toute la... Parce que c'est 57 romans, mais... Ouais, c'est une ville imaginaire. Oui, qui est comme entre Los Angeles et New York. New York, il y a des caractéristiques. Et donc, on suit un département de police, en fait. Et on suit les quarts de jour, les quarts de nuit. Et il a écrit cette série de romans-là sur près de 50 ans. Donc, quand on embarque dans cet univers-là d'Ed McBain, j'ai eu cette impression-là en te lisant, en me disant, alors, si Alexis Mandeville récidive dans des albums a posteriori, forcément, il va développer cet univers-là, comme Parce que, mettons que si je fais mon histoire... ça peut être dans une ville qui existe déjà. Là. Ça aurait pu être Montréal dans 300 ans, mais il aurait fallu qu'il y ait des références. Oui, exactement. À Montréal, il aurait fallu que je fasse des recherches. Il aurait fallu que je cherche, OK, telle partie de la ville, il y avait cette industrie-là. OK, ça peut être une base de méchants. Mais si je peux en inventer aussi, tu sais... Comme Ed McBain, dans le fond. Parce que même si, quand on lit McBain, des fois, on reconnaît Los Angeles, des fois, on reconnaît New York, au final... ça devient son entité propre. Oh, ouais. Ça devient un univers en soi. C'est comme Robert E. Howard. Oui. Bon, lui, quand il a créé Hyperborée, Iboré, l'âge iboréen, il s'est inspiré de choses qui existaient un peu, mais c'était pas mal tout imaginaire, là, ce contrée-là. Mais c'est parce que ça lui prenait moins de temps à inventer des choses pour l'âge iboréen que de faire des recherches sur l'Empire romain. Oui, mais c'est ça aussi la beauté de la fiction, c'est de s'inspirer du réel, puis d'y insuffler une part d'invention, de création. Parce qu'effectivement, sinon... alors là, sinon, t'es plus forcément dans le genre, t'es plus dans la bande dessinée... en fait, t'es plus dans la bande dessinée historique que dans la bande dessinée... La bande dessinée historique, ça ressemble à de la bande dessinée de genre un peu. Oui, sauf que prenons l'exemple parce qu'on parlait de Jean Paulé d'entrée de jeu, La femme aux cartes postales, album co-scénarisé par Claude Paiement. Alors évidemment, oui, c'est une fiction, mais les assises sont historiques. Donc, il raconte le Montréal jazz des années 50. Donc, effectivement, ils ont dû faire beaucoup de recherches pour essayer de faire en sorte que quand on lit La femme aux cartes postales, qu'on soit vraiment le plus près possible de l'aspect factuel historique. Alors que là, dans Vision... c'est des recherches pour le fun. Comme je me suis dit, quand ça a été le temps de trouver les overcars, les voitures volantes, je me suis dit, ça pourrait être Plymouth Fury, mais... j'aime autant les Cadillacs coupés de ville 58. Et puis ça tombait bien avec l'année parce que ça fait que c'est des petites recherches pour le fun. Là. Moi, c'est sans conséquence. C'est vrai que quelqu'un comme Jean-Paul qui faisait ça sur... il fallait qu'il se renseigne, j'imagine, sur le Trinidad Ballroom. Puis les sur toutes les grandes, sur toutes les grandes salles, ou les salles, en tout cas les salles mythiques où se produisaient ces musiciens-là et les gens aussi du milieu de la variété. C'est sûr que les gens qui aiment les univers construits seront très très heureux à la lecture de Vision parce que c'est un peu comme si on laissait la réalité au vestiaire et qu'il fallait accepter de plonger dans l'inconnu quand on te lit. Et ça m'a été confirmé par tes planches qui sont publiées dans Métal Hurlant. Ma prémisse, c'est toujours de me dire, bon, OK, là, il y a une affaire qui est bien à la mode, là, c'est le quantique. Ouais. Le quantique, tout est quantique. Avant, tout était atomique, une escousse, tout était chimique, puis, bon, là, tout est quantique. Ouais. Bon, mais
Bon, OK, s'il y a une infinité d'univers, qu'il y a une infinité de possibilités, qu'il peut avoir, que je vais rentrer à soir, que je peux prendre... il peut m'arriver une infinité de choses en rentrant. Bon, ben, hey, tout se peut. Bon, comme MCG le dit, tout se peut. Ouais. Fait que moi, c'est ma prémisse, c'est de dire, cet univers-là, l'univers qui est décrit dans la bande dessinée, ça serait le fun si on se disait que ça existe. C'est ça le jeu, là, Ouais. aussi. Là. Oui, c'est la convention, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, écoute, c'est quand même pas banal que tu aies une histoire de publier dans Métal Hurlant, dans la deuxième génération de Métal Hurlant. Ouais, le reboot. Là. Le reboot. Parce qu'il y a très peu de Québécois, hein, tu sais, qui ont... Oui, il y en a un. Oui, Cédric Lotte, qui a été publié au tout début de Métal Hurlant, dans les années fin des années 70. C'est quand même... Ah ouais? Ah oui, oui, Cédric Lotte, qui est un de nos grands auteurs, qui est passé d'ailleurs à ce micro-ci. Et donc là, quand j'ai vu que tu étais publié dans les pages du mythologique Métal Hurlant, c'est quand même pas banal, Alexis, là. Est-ce que tu en es conscient? Ben, je vais te dire... Et parce qu'il sourit, hein, pour le bénéfice des auditrices et auditeurs qui ne voient... Évidemment, vous ne voyez pas, il n'y a pas de caméra, mais t'as un large sourire, là. Ouais, ben, c'est parce que... Quand j'étais au cégep, on avait un prof qui était super bon. De lui, je retirais tout pour la composition. Puis, franchement, j'ai passé 2 ans en art plastique au cégep de Joliette de 97, 98, 99, je pense. Puis, c'est comme si j'étais à l'université parce que j'avais Denis Beauchamp puis Denis Fecteau. Denis Fecteau, lui, qu'est-ce que je retiens le plus de lui? C'était le dessin de gestes. C'est comme l'écriture automatique, là, mais en dessin. Et puis, Denis Beauchamp, lui, il avait les cours de couleur, puis la composition, que j'ai tout retenu. Là, Denis, il parlait des fois, il voyait que j'aimais ça à la bande dessinée, puis il nous encourageait pas ben à en faire, mais il m'avait déjà dit, moi, quand j'étais au cégep, il avait l'âge d'avoir fait le cégep quand même. Là, il était pas si vieux que ça. Quand j'étais au cégep à Montréal, c'était un gars de Montréal, j'allais m'acheter Métal Hurlant. Quand ça venait de sortir, là, tout de suite, j'allais... Ah, ben c'est la fin des années 70, donc. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ça fait que là, Denis Beauchamp, il m'avait dit ça, puis là, ouais... ça n'existe plus, mais j'aimerais ça passer un moment donné dans Heavy Metal, le penchant américain. Ouais. Le pendant américain. Mais ben, finalement, ça a été Métal Hurlant. Puis quand j'ai reçu la demande de Jerry Friesen, quand j'ai signé le contrat, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ma priorité, c'était Vision. Ouais. Je voulais que Vision, ça soit vraiment bien fait. C'était mon livre, c'était ma priorité au-dessus de tout. Oui. Mais une opportunité comme Métal Hurlant, quand même. Oui, mais c'est ça, là, je me suis ça, dit, Caroline, là, à cause de ça, je vais pouvoir moins travailler sur Vision. Ça fait que il faut que je me débarrasse le plus vite possible. C'est ça que tu t'es dit? OK. On va me prendre 1 mois et demi. Là, ça m'a pris 1 mois et demi. Puis je voulais pas que ça soit plus long que ça. J'ai fait le storyboard. J'ai fait l'histoire pour commencer. J'ai fait le storyboard. J'ai tout fait ça en... c'était juste 7 pages. Oui, mais elles sont vraiment excellentes, ces pages-là. Pour vrai. Et là, j'ai pas lu le reste du magazine. Donc, j'ai de la misère à voir comment ton histoire s'intègre dans la thématique. Je suis juste après la critique de Furiosa. OK. Oh mon Dieu. Le film, là? Oui. Okay. Je suis juste après. Non, mais... Mais donc là, tu me disais tantôt, je veux faire un pas de côté. Et donc là, tu me parlais de Marc Gagnon, qui est d'ailleurs aussi passé à ce micro, qui est technicien en documentation au Cégep de la Pocatière, qui fait aussi des capsules vidéo en ligne, qui se passionne pour la bande dessinée. Donc là, tu me disais que Marc avait servi d'entremetteur un peu avec les gens de Métal Hurlant? Ben, Marc, je l'avais rejoint, lui, parce que non, pas... par la bande, là, mais je sais pas exactement ce qui est arrivé.
Mais là, chéri, il a vu mon Facebook. Et puis, je sais qu'il ne doit pas être allé sur mon Facebook juste par hasard de même. Là. Ça fait que. Non, il a été dirigé, là. Ouais, je me suis tout le temps dit que c'était à cause que Marc Gagnon, qui est l'ami Facebook de L'Œil Chéri, quand Marc il a publié son statut sur ma bande dessinée. Oui, parce qu'il était lui aussi était très enthousiaste, Marc, à l'endroit de ton D'après moi, travail. c'est là que il a pu voir ça, peut-être, L'Œil Chéri. Ben, je me suis pas plus informé. Non, moi, Métal Hurlant, là, au début, je fais « Oh oui, ben, c'est sûr que je chigne. » Puis là, après ça, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? » Puis après ça, Jerry Freeson m'a fait recommencer 2 planches parce qu'il trouvait que l'ancrage était pas satisfaisant. Sur, Ok. non, ça m'a fait apprendre des choses. Puis j'ai appris, comme on dit dans l'armée, être capable de soutenir le feu. Là, il y a une expression en anglais. Là, Ah oui, tu fais référence à... c'est comment... capable. Oui, oui, je sais. En plus, c'est terrible. En plus, moi, je suis un lecteur. Moi, j'adore les comics de guerre. Là. Il y a une expression qui fait... un soldat, il faut qu'il soit capable d'essuyer le feu. Il faut qu'il soit capable de prendre la balle et de continuer. Bon, ouais. Parce que c'est très formateur, là, quand même. Là. Tes 7 planches que tu as fait pour Métal Hurlant, c'est loin d'être banal. Là. T'es conscient de ça, Alexis? Ben, Plus ou moins. Mais tant mieux, parce que ça t'a permis de travailler sans avoir cette pression-là, j'imagine. ouais, j'imagine. Parce que là, écoute, t'as quand même mis ton pied dans la porte de la bande dessinée européenne. Parce que la nouvelle mouture de Métal Hurlant, c'est quand même beaucoup lu. Il en C'est parlait. les humanoïdes associés. Oui, là. voilà, exactement. Et Moi, quand j'avais 17 ans, ça, Métal Hurlant, ça, c'était moins sûr que je voulais, parce que je savais que ça n'existait plus, mais les humanos, c'était la gang de Bilal. Fait que oui. c'est sûr que je voulais publier Druyet, Moebius, puis c'est sûr que je voulais publier là-dedans. Là. Et c'est fou parce que ce matin, donc là, on enregistre aujourd'hui, on est le 13 juin, date de l'enregistrement. Quand je me suis connecté sur les internets avant que mon internet plante, j'ai quand même eu le temps de voir que les premières critiques du numéro d'été de Métal Hurlant étaient parues. Donc, c'est donc dire que le numéro est lancé en Le numéro, Europe. il a été lancé le 22 mai. Bon, alors, donc, Je l'ai reçu un petit peu avant, moi. il est beau le numéro, il semble beau en tout cas. Ben, c'est magnifique bottin téléphonique de bande dessinée. Oui, parce que oui, c'est ça, il est gros, copieux, ouais. là, ouais. Quand Ah, même. c'est. Non, c'est. Moi, il y a juste une affaire, moi, qui me gosse un peu, c'est que il y a souvent des féminicides, moi, je trouve, dans les histoires, que ce soit dans Métal Hurlant ou Heavy Metal. Oui, c'est souvent des histoires qui sont choquantes, des histoires de violentes, moi, il y a peut-être le protagoniste qui... je donne Non, il faut pas dévoiler rien. Non, je ne voyais rien. Mais Ce qui est habile chez vous, puis dans cette courte histoire, en cette planche-là, qui s'imbrique tout à fait dans ton univers, là. D'ailleurs, là, Non, parenthèse... l'affaire, c'est que c'est dans le même univers, sauf qu'il ne fallait pas que j'utilise aucun des termes comme le nom de la ville, Urbitopia, parce que les autres, ils auraient pu décider que ça leur appartenait. Ouais. Fait que je pouvais pas utiliser aucun de mes personnages. Donc, j'étais pas mal dégriffé quand je suis arrivé pour inventer l'histoire, parce que mes personnages, j'aime bien le Capitaine Walker, parce que je l'ai fait... j'aime ça le dessiner. Je l'ai basé sur Peter Weller. Ah oui! Oui. Attends, alors ça, Peter Weller, ça c'est l'acteur qui jouait à Robocop, là. Ah ouais, oui, c'est ça, exactement. Ah, Qui jouait... Ah, d'ailleurs... Festin nu. Ah oui, ben oui, voilà, dans le festin nu. Et peut-être, pour les plus jeunes à l'écoute, qui ont écouté les séries télé du début des années 2000, tu sais qu'il a joué un méchant dans 24 heures chrono, hein? Ouais, ça contre se peut. Kiefer Sutherland, là. Ah, Alors lui, il a une tête pas possible, là, Peter ouais. Weller. Il a vraiment un casting incroyable, là. Les joues creuses. Ah, il a une gueule... J'ai ben, l'impression que ce gars-là, il est pas né à la bonne époque pour le cinéma. Parce qu'il a joué Robocop, mais ce gars-là, s'il était né 40 ans plus tôt, il aurait eu une carrière à Hollywood.
Mais il a mis sa carrière un peu de côté en même temps parce que c'est un prof de littérature, si je me trompe pas. Ah bon? Je sais pas, je le connais pas. Oui, cet acteur-là. oui. Peter Weller, c'est un prof d'université. C'est un intellectuel. Il a tous les talents. Puis je pense que dernièrement, il avait mis sa carrière. Il avait décidé, lui aussi, il y a des, je sais pas s'il y a des problèmes de santé. Il y a toujours un foulard au le cou, ouais, c'est vrai. Puis je pense qu'il a décidé de slacker pour se consacrer à sa carrière universitaire. J'imagine que tes éditeurs feront froid, Gauthier puis Renaud, avec qui j'ai une excellente relation en plus de ça. Avec Gauthier ou Renaud, là, je peux les déranger à 3 heures du matin. S'ils sont réveillés, ils vont me répondre. Mais tu sais pourquoi, hein? Je sais pas. C'est que, mais je vais t'expliquer. C'est ma théorie. Mais je suis convaincu que je me trompe pas. C'est que là, on vit un certain âge d'or de la bande dessinée québécoise. Parce que depuis 20 ans, il y a eu vraiment une multiplicité de plateformes. Tout à coup, aussi le fait de l'arrivée des blogs, ça a permis de développer toute une nouvelle génération d'autrices, d'auteurs. Donc, maintenant, il y a vraiment beaucoup de structures. Et c'est de plus en plus difficile pour des éditeurs de découvrir des nouveaux talents, des nouvelles voix. Et là, toi, Alexis, tu es vraiment un créateur atypique et unique. Donc, tes éditeurs sont forcément très, très, très heureux de t'avoir publié. Je suis sûr et certain. Au-delà de ça, c'est que je suis content de m'être fait des amis dans ce milieu-là. En plus, le social, là, c'est comme tel, tu sais, j'ai le goût d'y retourner l'année prochaine au festival, si je suis encore invité, parce que les gens que tu peux rencontrer, j'ai parlé de Warhammer 40 000 avec Charles Beauchamp. Oh, ça devait pas être triste, hein, ça? Non. Puis, je veux dire, je vois ça, tu sais, moi, Gauthier, Renaud, à un moment donné, check. Je vais te donner une idée, là. Renaud, il m'appelle le matin, il me dit « Ok, Alexis, tout est correct, ta bande dessinée, elle rentre chez l'imprimeur aujourd'hui, t'as plus à t'en faire. » Fait que là, youpi, c'est le fun. Puis là, à 5 heures, là, j'étais en train de jouer avec les enfants de ma soeur. Ils viennent souvent chez nous, les enfants de ma soeur. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'étais en train de jouer avec les enfants. Puis là, ça fait comme dans Sauver le soldat Ryan. Là, il y a un téléphone. Ma mère, elle répond. Puis là, ma mère, elle dit « Hey, Alexis, c'est pour toi le téléphone. » Là, moi, j'arrive, je réponds. Puis là, c'est Renaud au téléphone. Puis il a l'air énervé. Là, je lui demande qu'est-ce qu'il y a, Renaud? Là, il me dit Alexis, c'est avec quoi que tu as fait tes trames? Les trames, c'est les petits points d'impression. Puis moi, j'ai dit les trames, je les ai toutes faites avec GIMP. Et puis ils sont. OK, fait que c'est pas du lettre A7, là. Tu as fait ça par informatique. Oui. Fait que là, et puis ils sont toutes supposés être dans le même angle, la même grosseur. Puis. Fait que là, il commence à me dire, là, c'est parce que l'imprimeur, il dit qu'il va avoir du moirage. Et puis là, s'il y a du moirage, moi, je suis pas pour envoyer ça à l'impression, là. Fait que, là, moi, qu'est-ce qu'on fait? Il va avoir il va falloir faire des planches, il va falloir faire la couleur. En tout cas. Fait que là, moi, OK. Puis, à part de ça, toi, Renaud, t'es-tu encore avec la même femme que t'as eu ton gars? Je pose une question random à propos justement, de sa situation familiale. Ouais. Puis, je trouvais ça... Puis, quand je lui ai posé la question... Il a commencé à rire, il a ri. En tout cas, il était... Fait que t'as désamorcé un peu le moment de tension. Je sais pas si j'ai désamorcé. Lui, je pense qu'il avait jamais entendu ça, quelqu'un qui était autant, tu sais, avoir du small talk. À un moment où c'est quand même, il y a un enjeu là, au niveau de l'imprimerie, quand même. Ouais. Et comment... Tu sais, c'était random, là, c'est comme, hey...
Puis toi, t'es-tu encore avec la mère de ton gars? Je pense que c'est ça qui l'a le plus fait rire. Mais c'est pour te dire, je pense que j'ai une bonne relation avec Renaud. Renaud, c'est lui qui a supervisé la mise en page. Donc, même si Renaud est plus associé à Nouvelle Adresse et que Gauthier est plus associé à... quand ça a été le temps de faire le livre, c'était juste à Renaud que j'avais à faire. Et donc, tes éditeurs, ils devaient être très, très heureux de savoir que tu avais 7 planches de publier dans Métal Hurlant. Parce que ça, quand même, pour eux, c'est un beau coup du destin. Je pense que c'est arrivé un petit peu après que j'ai signé avec Gauthier, ça. Ouais, il était content. Ben oui, c'est sûr, parce que ça leur permet après de... Alors là, quand vient le temps de démarcher ton album en Europe, ben là, et tout à coup, il y a 7 planches qui ont été publiées dans Métal Hurlant. C'est quand même une superbe carte de visite, ça. Écoute, Jean-Dave, j'ai pas assez de suite dans les idées pour être capable de voir jusque-là. Mais je leur poserai la question, mais je suis convaincu que la réponse, c'est qu'ils étaient très, très emballés. D'ailleurs, cette histoire-là, même si elle ne réfère pas, comme tu disais, comme tu expliquais tantôt, directement à l'univers de Vision, je veux dire, ça c'est dans Vision. Alors, il serait pas... Je dirais, ça se passe dans la ville, c'est Urbitopia. Oui, c'est juste que... Donc, ça veut dire que, par exemple, dans un tome 2 et un éventuel tome 2, ou dans un éventuel tome 3... Mais c'est juste que dans Urbitopia, il n'y aura pas les shapeshifters, les changeurs de forme. Oui, sauf que ce récit-là pourrait être repris et imbriqué dans un album ultérieur. Ah non? Non, parce que je l'ai vendu à... ça, c'est la propriété des Humano maintenant. L'histoire. Ah, wow! OK, donc admettons que tes histoires... OK. C'était 300 pièces par page. OK. Fois 7, payé en US. Et puis, eux autres, ils se réservent le droit s'ils font un tirage de 50 000, puis après ça, ils décident d'en faire 20 000 de plus. Moi, je ne ferai pas d'argent de plus. OK, c'est ça. Donc, mais à ce moment-là, mais il n'est pas exclu que tes éditeurs actuels, ici au Québec, pourraient très bien contacter les Humano et dire, bon, ben nous, on aimerait bien récupérer, publier ces planches-là dans un livre. Aussi, mais... Alors, je vais te poser une autre question. Est-ce que l'idée de collaborer à nouveau avec Métal Hurlant, c'est quelque chose qui t'intéresserait? En autant que je ne suis pas obligé d'aller en France. Ben non, mais aujourd'hui, avec Internet, c'est formidable, là. Mais si tu parlais... C'est drôle que tu dises ça, parce que si tu parlais à des vieux routards de la bande dessinée, comme par exemple Denis Rodier, qui, dans les années 80, avant de travailler pour des éditeurs européens, travaillait pour les éditeurs américains, ben c'est ça. À l'époque, il fallait se déplacer. Il fallait envoyer ses planches par FedEx ou par Purolator. C'était vraiment compliqué, là. Moi, j'ai eu très peur quand... parce que moi, mon but, c'était tout le temps front froid. Et puis, je l'ai envoyé chez Papa, je l'ai envoyé à la Pastèque, mais mon premier choix, c'était front froid. Donc, voyons, qu'est-ce que tu disais? Ben, l'idée, c'est que, est-ce que tu serais ouvert à d'autres collaborations avec... OK, ouais, c'est ça. Ça aurait passé à 2 doigts que j'aurais pu être édité en France. Ouais. Puis c'est justement quand j'ai dit à Gauthier, ben, je me suis trouvé une maison d'édition en France, puis c'était pas vrai. Et là, j'ai dit, mais mon but, là, c'est de travailler avec des Québécois. Puis ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est... Non, puis la bande dessinée de genre comme la tienne... Il n'y a pas 27 éditeurs au Québec qui peuvent la publier non plus. Non, et tu sais que... je veux dire, moi, travailler avec du monde en France, tu sais, j'ai eu Freeson, j'ai juste vu en Zoom. Mais Gauthier et Renaud, eux autres, je les ai vus en personne, je leur ai serré la main. Puis, c'est pas ma affaire, là. C'est pas ma affaire pantoute. Non, moi, je fais pas juste de la bande dessinée parce que je veux faire... je veux pas juste être dans les librairies, là. Je veux faire des amis. Tu sais? Ouais. Puis je veux élargir mon réseau social. Oui, puis tu veux évoluer dans un milieu. Ben oui, exactement. Ben alors là, à ce moment-là, c'est sûr que tu es au Québec, donc géographiquement, ben c'est sûr que
À ce moment-là, ce sera le Festival de Montréal, le Festival Québec BD, il y a le Festival de Prévost, il y a le festival aussi en Outaouais. En tout cas, pour revenir à ça, des collaborations... là, tu parlais peut-être de collaboration avec n'importe quel... Ben, outre-mer, tu sais, comme par exemple, là, tu as collaboré avec... Tu as publié des planches dans Métal Hurlant. Est-ce que ce type de collaboration-là, sporadique, est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu demeures ouvert? Ouais, mais j'en ferai pas plus que ce que j'ai fait pour Metal. Non, ma priorité, c'est Vision. Je veux faire une trilogie. Ah, une trilogie, d'accord. Donc là, tu travailles sur le deuxième album. Là, je travaille sur le deuxième, puis juste pour me dire que ça va être beau, ça va être trois volumes du même nombre de pages. OK, alors, sans te demander une date précise, vous visez quoi pour le deuxième album? 2025, 2026? Personnellement, j'aurais aimé ça finir le deuxième album pour janvier 2025. Ah oui, donc pour une publication un peu plus tardive en 2025, ouais. J'aimerais ça que ça soit... Parce que là, je l'ai commencé après, à peu près aux fêtes. Puis là, après les fêtes, il y a eu aussi... il fallait travailler sur le livre. Ouais. Fait que... je pense que c'est réaliste de dire 2025 au mois de janvier. Je sais pas si ça pourrait être publié comme au mois de mai. Pour le prochain festival, ouais. J'aimerais ça, mais je botcherai pas. Ben, en tout cas, on sait. Donc, ce que tu es en train de dénoncer, dans le fond, c'est qu'il y a un deuxième album qui est déjà en chantier et qu'on vise une trilogie. Fait que c'est formidable. Donc, les lectrices-lecteurs qui écoutent présentement le balado, qui ne te connaissent pas, ben écoutez, terminez l'épisode, puis allez chez votre libraire préféré. Et allez vous enquérir de l'album Vision d'Alexis Mandeville. Je peux vous garantir d'une chose, si vous ne l'avez pas encore lu, vous êtes quitte pour un super voyage dans un univers régi par ses propres codes. Et c'est un bon livre. Ah ben oui, en fait, non, je vais aller plus loin que ça, Alexis. Pour un premier album, en plus, c'est un excellent album. Pour vrai, ça fait longtemps que je lis les auteurs québécois, que je couvre la scène locale, et pas que les auteurs locaux, les auteurs à l'international. Et pour vrai, quand on lit un premier album, on l'accepte avec toute sa fougue, mais avec toutes ses imperfections, avec toute sa jeunesse. Et ce qui est vraiment fabuleux avec ton premier album, c'est que c'est tellement maîtrisé qu'on se dit, mais mon Dieu, est-ce qu'il travaille sous un pseudonyme? Combien d'albums a-t-il publié avant ça? J'ai 44 ans. Oui, mais c'est quand même un premier album. Oh, tu comprends? Donc, pour un premier album, il est fabuleux. Donc, Mais Gendarme, moi, j'ai pris... Bon, OK, j'en ai pas parlé, là, mais je suis musicien aussi, je joue du violon, puis c'est de la musique trad, là. Ça fait que quand j'ai cherché des modèles, je suis pas allé voir des modèles dans des conservatoires, ou il y avait Yvon Cuirier, c'était un grand maître, un champion violonneux. Ouais. Et puis il animait les vendredis dans Villeray, il animait une soirée tous les vendredis. Puis je suis allé là longtemps, puis moi je décide de qui que je veux apprendre. Je décide celui qui sait. Moi, je le sais, celui qui va être capable de me le montrer. Ça fait que Yvon, c'est ça que j'ai fait. Ça, c'était pour le violon. J'ai refait exactement la même stratégie pour le dessin. J'ai regardé les virtuoses. J'en ai identifié comme Jack Kirby, Will Eisner, Wally Wood. OK, donc beaucoup d'auteurs américains. Que des auteurs américains. Ouais. Fait que... Kurtzman? Harvey Kurtzman, quand même. Ah oui. C'est drôle parce que moi, je vois des...
je vois des... Ben attends, il y en avait un qui s'appelait Kriegstein, là, où... Ah oui, celui qui a fait le fameux strip sur le métro, là. Oui, le métro avec le nazi. Oui, comment... je me souviens jamais comment prononcer Judgment Day, une affaire. Ouais. Ah non, c'est pas Judgment Day. Alors, le récit qu'il a signé, qui se passe dans le métro avec le nazi, c'est Master Race. Ouais, Master Race, exactement. Qui est un chef-d'œuvre du genre. Ouais. Ça, j'étais capable de dessiner... je me suis pas mal à côté sur des gars comme ça. Alors, tu t'es vraiment inspiré de géants? C'est parce que je voulais que ça ait l'air vrai. Fait que j'ai fait qu'est-ce que je pouvais... t'as réussi ton pari. Parce que c'est la preuve que quand on s'inspire des grands et qu'on fait une première œuvre comme la tienne, moi, quand je t'ai lu, je me suis dit, ce gars-là, ça se peut pas que je l'ai jamais lu avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est un premier album. Et je le répète, c'est tellement maîtrisé, Alexis, que les gens qui t'ont pas encore lu et qui vont te lire, clairement, ils vont être impatients de lire la suite. Ah tu connais Jean Carignan? Pas personnellement, non. Le violonneux? Oui. Moi, j'ai déjà rencontré sa sœur. Il est mort en 88, mais j'avais déjà rencontré sa sœur. Puis, Jean Carignan, lui, il y a un film de l'ONF, puis... Tout ce qu'il dit dans ce film-là, c'est tout gravé dans ma tête. C'est justement un autodidacte qui a appris par lui-même, qui a fait ses démarches, puis il s'est retrouvé... il a atteint un niveau de perfection. Là. À un moment donné, il est au Diminuène. Il est arrivé à Montréal, puis il a fait une émission avec lui, puis Jean Carignan, c'était à peine s'il était capable de lire un texte. Il n'avait pas été à l'école. Puis il a été capable de s'accoter sur Joseph Allard, sur des grands virtuoses. Puis il allait voir les concerts quand il pouvait. Puis moi, j'ai fait la même affaire. J'ai traduit ça, mais en bande dessinée. En fait, c'est la preuve que l'académisme, c'est pas le seul chemin qu'on puisse emprunter pour apprendre une discipline artistique. Moi, j'ai fait une école de théâtre. J'ai eu des bons profs, j'ai eu des très mauvais profs. Alors toi, tu as fait le choix, comme autodidacte, de t'inspirer des plus grands, de les côtoyer et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont si grands. Ah, c'était pas juste des... À un moment donné, j'ai rêvé à Jean Carignan. Il me donnait... À un moment donné, on était dans un parc, puis j'étais en train de jouer du violon. Jean Carignan était en arrière de moi, puis je regarde, c'est Jean Carignan. Ah, mes rêves, tu peux pas... T'as-tu rêvé à Hollywood, Jack Kirby, non, à parce que eux autres... si c'est le cas, tu les salueras de ma part. C'est pas assez... J'ai pas assez de visuel pour les imaginer. Hey, Alexis, vraiment, merci beaucoup d'être passé au micro. On a été content de finir par le violon, ça c'est pas vrai. Oui, mais c'est bien. Puis en plus, ta pratique musicale a, sans l'ombre d'un doute, enrichi aussi ton travail d'auteur de bande dessinée, parce que dans la musique, il y a un aspect fondamental qui s'appelle le rythme. Oui, la bande dessinée, c'est du rythme. Et la bande dessinée, c'est du rythme aussi. Ta longueur, le nombre de lignes que tu as dans ta case, ça va faire que le lecteur, il va passer plus de temps ou moins de temps. S'il passe trop de temps à lire une case qui est supposée être rapide, tu sais, puis en tout cas, c'est ça. Là. C'est une partition musicale, une bande dessinée. Ben oui. Alexis Mandeville, merci beaucoup d'être passé au micro. Je te souhaite vraiment je te souhaite bon vent pour la suite. Et je ne suis pas le seul, on est plusieurs à être impatients un gros merde, de te lire. Oui, en fait, je vais utiliser la terminologie du monde du théâtre d'où je viens. Je te souhaite un gros merde pour la suite. Merci. Et je nous souhaite d'être patients, mais pas trop, parce qu'on a hâte de te lire. J'espère que tout va bien. Tout va bien aller. Tout va très bien aller. Alexis Mandeville, merci beaucoup. Je touche du bois. Pour suivre Alexis Mandeville, rendez-vous au facebook.com/alexis.mandeville.10. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.